Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la victoire 2-0 des Parisiens cet après-midi contre Le Havre. Une victoire rendue plus belle par la physionomie du match que tu as joué en infériorité numérique pendant plus de 80 minutes et au final ça donne une équipe parisienne assez solidaire qui n'a jamais flanché et qui jusqu'au bout est allé chercher le but adverse. Tu sécurises le 2-0 à la 89e minute. Jusqu'au bout, tu as de la personnalité, même si tout n'a pas été parfait, notamment techniquement sur une pelouse assez compliquée. Tu avais quand même des joueurs déconnectés par moment. Et je nuancerai aussi par rapport à l'adversaire, la faiblesse du Havre, notamment offensivement, qui a été quand même assez criante. Dans tous les cas, ce match fait du bien au groupe, comme on l'a vu, la communion sur le deuxième but. Au classement, puisque tu prends 4 points d'avance sur Nice, qui eux ont perdu contre Nantes hier. Donc ça, c'est vraiment une très belle opération comptable. Et comme je l'ai dit, au vu du match, du contenu, c'était pas gagné. Avant le match, ça pouvait être une formalité. Quand tu vois la composition, notamment la défense, tu commences à douter. Et au bout de 10 minutes, quand tu vois un rouge pris sur un 6 mètres, bon, tu te dis là, on risque de partir sur un après-midi compliqué. Au final, en première mi-temps, tu réussis à garder tes 30 derniers mètres plutôt préservés. Par contre, en seconde, il y a plus d'occasions pour le Havre. Tu leur laisses beaucoup plus le ballon. C'est pour ça que le PSG était assez méconnaissable cet après-midi. Mais globalement, voilà, tu n'as jamais eu de temps faible ultra marqué avec une domination du Havre outrageuse, disons. Voilà. Alors, la composition. La composition, elle est intéressante parce que le match commence dans l'espèce de 4-2-4 qu'on avait vu au match aller contre Newcastle, avec donc Barcola, Mbappé, Likanguin et Dembélé. Double pivot Fabian Ruiz, Vitinha. Et en défense, donc Carlos Soler, latéral gauche. Mukiele, axe gauche pour la première mi-temps, qui repasse à droite en seconde, ce qui montre que Luis Enrique aura la même lecture que celle qu'on va mettre en avant dans ce débrief sur le match de Mukiele et notamment l'action du rouge de Donnarumma. Danilo, à ses côtés, qui fait un bon match ce soir. Hakimi, physiquement encore une fois au top. Enfin, je me suis fait la réflexion en fin de match. Le coffre qu'il a, ce gars-là, c'est exceptionnel. Et donc Donnarumma, puis Arnaud Tenas, sa première en première division. Et quelle première, elle a été très réussie dans tous les compartiments du jeu qu'on demande d'un gardien. Bref, donc le match qui commence à 11 contre 11 avec un PSG. Alors en fait, je vais commencer par un paradoxe. Commencer par le carton rouge qui arrive à la 10e, donc très tôt dans le match. Ce que je veux dire par là, c'est que le carton rouge, j'ai l'impression qu'il remobilise un petit peu les troupes en fait. Qu'il a un effet... un bon effet sur l'équipe, dans le sens où les joueurs s'y mettent, et le match du PSG, finalement, commence à partir de ce fait de jeu. Derrière, tu es plus concentré, il y a beaucoup plus de mouvement, d'intensité, les duels sont un peu mieux négociés, et aussi en matière de structure. Comme je disais, tu débutes le match avec un double pivot Fabian Ruiz, Vitinha, qui rappelle le match contre Clermont par exemple, où tu avais le même double pivot, Vitinha, pas bon hein, dans ce genre de registre, et qui au final, après le rouge, donc retrouve un rôle de relayeur droit, voilà, avec Likanguin relayeur gauche, et Ugarte qui rentre à la place du pauvre Fabian Ruiz. On espère que c'est pas trop grave, il avait l'air de vraiment souffrir, et sachant que c'était le moins mauvais milieu de terrain mardi soir contre Newcastle, bon, en prévision de Dortmund, on espère qu'il sera là, quoi, parce que ça la fout mal. Ça la fout mal aussi pour la direction sportive qui n'a pas recruté de milieu de terrain en plus à la toute fin du mercato. Et Luis Enrique qui se contentait en conférence de presse publiquement de cette situation. Bref, aussi sur la composition, il y a Dortmund. Le problème, c'est que du coup, maintenant, il reste qu'un match contre Nantes la semaine prochaine, samedi soir. Et tu sais que au Signal Iduna Park, tu n'auras pas Dembélé. Tu n'auras pas Dembélé, au-delà de son absence individuelle, tu n'auras pas son duo avec Hakimi, qui est quand même le facteur X de l'équipe. Et on sait que ce côté droit, depuis le début de la saison, au-delà des performances individuelles des uns et des autres, fonctionne sur les automatismes entre les joueurs. Quand je vois la composition et Dembélé titulaire à droite, je me dis, dommage de ne pas travailler dès maintenant la solution que tu vas être obligé d'inventer contre Dortmund.
Voilà. Moi, personnellement, Dembélé, en plus, il a bien enchaîné. Je l'aurais mis au repos. J'aurais travaillé avec celui qui animera le côté droit lors quand même du match qui fait ta saison. Hein. Je pense qu'il y a une différence entre jouer les mardis, mercredis et jouer les jeudis soirs au printemps. Et j'étais un petit peu déçu de ça sur la composition. Voilà. Même si de l'autre côté, l'attaque Mbappé, Barcola, Dembélé, au-delà des considérations Dortmund, carton rouge, carton jaune, suspension de Dembélé, pour moi c'est la meilleure en fait aujourd'hui. Pour moi c'est la meilleure attaque possible pour le PSG. Dommage que ce soit Barcola qui fasse les frais. Donc de cette expulsion, écoutez, complètement débile. Voilà le geste de Donnarumma, encore une fois, c'est dramatique ce qui se passe pour Donnarumma en ce moment. Pourquoi parce que pendant la trêve internationale, on l'a dit en vidéo plusieurs fois, c'était le Parisien le plus régulier, sûrement top 3, voire peut-être ça pouvait se taper meilleur Parisien du début de saison. Et depuis la trêve, c'est le pire. C'est le pire. Contre Monaco, il fait une erreur au pied. À ce moment-là, je vous disais, bon, j'attends d'un gardien avant tout qu'il fasse des arrêts. Gigio, on sait qu'il prend des risques au pied. Je lui tiens pas vraiment rigueur. Contre Newcastle, c'est une erreur sur un arrêt. Mal repousser un ballon, ça c'est capital. Voilà, pour un gardien, je suis désolé, mais ça c'est lamentable. Et aujourd'hui, c'est sur une sortie, un compartiment qu'il affectionne guère. Mais le problème, c'est que là, au-delà de la sortie, la mésentente avec ses défenseurs, qu'on va mettre en avant un petit peu plus tard. Pourquoi tu lèves le pied aussi haut, quoi? Enfin, c'est absolument incompréhensible d'arriver avec cette seconde de retard sur l'attaquant et avoir le pied au niveau de sa tête, quoi. Mais qu'est-ce que tu voulais faire avec? Qu'est-ce que tu voulais faire avec ta palme qui te sert de pied, en fait? Complètement débile, carton rouge. Bon, alors, pour ceux qui veulent, parce que ça aussi, troisièmement, avec Donnarumma, j'ai peur que ce soit un petit peu le nouveau bouc émissaire dans les médias. A raison cet après-midi et tout ça, mais à l'échelle de la saison, il ne faut pas que ce soit celui qu'on incrimine tout le temps et de manière plus générale. Ensuite, pour ceux qui auraient la fâcheuse tendance à tout mélanger avec Keylor Navas, je leur signalerais que Navas, il n'était pas là. Il n'était même pas sur le banc cet après-midi. Là. Il traîne son truc au dos depuis des semaines. Voilà, on ne sait pas ce qu'il fait. On se demande si c'est une blessure diplomatique. Et au final, c'est Arnaud Tenas qui rentre. Hein. Donc les comparaisons avec Navas n'ont pas lieu d'être, je préfère prévenir, parce que je le sens venir gros comme une maison sur les réseaux sociaux et tout ça. Par contre, comparaison avec Tenas, qui rentre, alors en première mi-temps, il force à fond sur le jeu aérien, sur le jeu long, sur les relances. Bon, on a vu que c'était sa première et qu'il n'a pas forcément eu l'occasion de discuter consigne avec Luis Enrique depuis le début de la saison, puisqu'il était un peu hors des plans. À la mi-temps, je pense que Luis Enrique lui a dit « Mon coco, dégagez autant et aussi loin », ça me plaît pas, tu vois. Donc en seconde, il a été un petit peu plus discret dans cette dimension-là, même si il a dégagé aussi par moment. Et surtout, il a fait des arrêts de gardien en seconde. Alors sur une frappe à bout portant, il va la chercher assez haut. Il y a le réflexe magnifique avec la main, alors qu'il a plongé du mauvais côté, enfin sur un centre. Bon, alors celle-là, je suis assez mitigé sur celle-là. Pourquoi? Parce qu'au début de l'action, il est quand même très mal placé. Hein, le problème, c'est que l'arrêt, il est beau parce que il est mal placé en fait. C'est le mauvais placement qui fait l'esthétique. Bon, par contre le dernier, là où il se couche, où le ballon a failli lui rentrer, lui passer entre les jambes, il est beau. Il est beau celui-là. Et au final, ça fait un match complet pour lui. Alors ça montre évidemment du PSG, quand ton gardien est un de tes meilleurs joueurs, ça montre que ton match n'a pas forcément été maîtrisé, n'a pas forcément été parfait. En même temps, tu l'as joué à 10 contre 11. Voilà. Autre joueur très bon, Danilo. Danilo, quand même, voilà, notamment en seconde sur chacune des trajectoires. Très bon placement dans la surface. Il retrouvait son côté gauche. Alors, c'était que le Havre. C'était que le Havre. Mais on pourrait se demander si ça pourrait pas être le début d'une inversion des tendances avec Skriniar. Alors, Skriniar joue à droite depuis l'absence de Marquinhos, qui va revenir. D'ailleurs, je pensais qu'il allait revenir cet après-midi, Marquinhos. Quand Marquinhos reviendra, Skriniar repartira probablement à gauche. On pourra se demander si Danilo n'est pas plus intéressant que lui. Alors après, Danilo, pour nuancer son match, il y a quelques ballons qui sont rendus bêtement dans l'axe, notamment en deuxième mi-temps. Il y a des actions où il fait de superbes interventions dans la surface,
Mais le problème, c'est que 30 secondes avant, il a balancé un ballon malpropre dans les pieds de l'adversaire. Donc bon, ça nuance un petit peu. Voilà. À ses côtés, Mukiele. Alors, Mukiele qui était axe gauche, et là, c'est marrant parce que le fait qu'il soit sur son mauvais pied, sur son mauvais côté, est beaucoup plus ressorti en tant que défenseur central qu'en tant que latéral. Les autres matchs où il était latéral gauche, il n'y avait pas trop d'incidence. Là, bon, l'action de Donnarumma, on a incriminé Donnarumma qui est complètement débile, mais vraiment, c'est écervelé. Mais Mukiele, sur l'action aussi, n'est pas exempt de tout reproche. Et comme nuance, on pourrait mettre justement ce côté gauche qui fait qu'en matière de réactivité, c'est plus difficile pour lui sur les appuis qui sont assez différents, qui donnent un petit peu moins d'explosivité, de vivacité aux joueurs. Déjà que Mukiele est un joueur voilà, athlétiquement lourd, ça n'a pas aidé. Et au final, bah, voilà, il doit y aller sur cette action. Enfin, il a aussi sa part de responsabilité sur le rouge que j'aimerais mettre en avant. Voilà. À gauche, Carlos Soler, bon, le problème, c'est que les matchs de Soler, moi, je veux bien les juger. Moi, le seul truc où je le critiquerais, c'est quand on a le ballon. Quand on a le ballon, pourquoi? Parce que c'est un joueur qui est censé être à vocation offensive, intrinsèquement, son profil, c'est un milieu offensif. Le problème, c'est qu'il offrait tellement peu de solutions, quoi. Il faisait tellement rien du ballon que ça m'a gêné, notamment en première mi-temps. Après, pour tout ce qui est partie défensive et même ce que j'ai dit offensivement, quand tu es latéral gauche, Carlos Soler, qui normalement est milieu offensif, relayeur, qui jouait latéral droit depuis le début de la saison, bon, c'est quand même une configuration assez compliquée. Voilà. Et à droite, Hakimi. Alors Hakimi, en première mi-temps, dans les sorties de balles, je l'ai trouvé un petit peu moins bon. Notamment parce que parfois ses centraux le trouvaient arrêté. On sait très bien qu'il faut lui donner dans la course à Hakimi. Mais voilà, techniquement, quelques petites approximations dans les petits espaces aussi. Par contre, en seconde, défensivement très bon. Des retours exceptionnels. Encore une fois, son coffre est tout bonnement incroyable, hein, Achraf. Et offensivement, alors il a été présent, mais sans plus. Voilà. Techniquement, je pense que ça aurait pu être pire, en fait. Au vu des prestations des autres, au vu de l'état de la pelouse, bon. Et au vu des prestations que Hakimi peut te faire techniquement, parfois il fait des gestes quand même qui sont dénués de sens. Là, cet après-midi, c'était pas voilà, dans cette dimension-là. Hein. Ça n'a pas été le pire, disons, techniquement. Au milieu, bon, Fabian commence le match, au final il sort. Ugarte. Bon, Ugarte, alors déjà il n'était pas titulaire. Ça, c'est un choix de Luis Enrique. Peut-être pour le reposer. On a un papier du Parisien ce matin qui nous a dit que les trêves internationales l'avaient achevé physiquement et tout ça. Pas de problème. Le problème, c'est que ta trêve internationale, quand elle se termine le jeudi, que le PSG reprend l'entraînement le lundi et que tu reviens que le mercredi, en même temps que les autres internationaux, alors que tu étais suspendu pour le deuxième match avec ta sélection, ça la fout mal. Je répète ça. Voilà, parce que l'entourage Ugarte utilise l'argument des trêves internationales pour, dans les médias, essayer de le dédouaner. Bref. Ceci dit, ces derniers temps, il a quand même vachement perdu son football. Il y a quelques ballons qui sont bien grattés, mais d'autres qui sont perdus d'une manière abyssale, en fait. Et on ne peut pas s'empêcher de ne pas penser à Idrissa Gueye. Tellement ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vu le Ugarte du mois de septembre. Voilà. Idrissa Gueye comme Ander Herrera qui... lui, Ander Herrera, c'était chaque saison. Hein. Le mois d'août, le mois de septembre, c'était ces 2 mois. Puis après, il disparaissait complètement. Il arrêtait de surnager. Mais là, Ugarte, j'ai l'impression quand même... Le problème, c'est que là, les gars, on est début décembre. On arrive à la moitié de la saison. Donc, ça commence à faire. Les duels pas très bien négociés. Et puis, techniquement... les passes courtes qui sont à chaque fois sans prise de risque, et puis même certains ballons où il essaye de le porter, qu'il perd assez bêtement, ça fait mal. Les 2 autres devant lui, par contre, j'ai bien aimé leur match, hein, que ce soit Vitinha comme Lee Kang-in. Vitinha a eu une deuxième mi-temps un peu plus compliquée que la première. Lee Kang-in
Alors, j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil pour les deux en fait, hein, parce qu'en première mi-temps, tu avais un peu plus le ballon. Mais j'ai bien aimé le match de nos relayeurs aujourd'hui, pourtant c'était pas chose aisée à 10 contre 11. Alors Lee, bon déjà Lee, il me surprend toujours par ses capacités physiques au duel. Il résiste beaucoup épaule contre épaule, et ça c'est quelque chose que je ne lui soupçonnais pas au moment de son arrivée. Donc très content de ça. Ensuite, en première mi-temps, il semblait impossible de lui reprendre le ballon. Les contrôles très propres de haut but, se retourner, distribuer. C'est lui qu'on trouve sur l'ouverture du score d'Mbappé. Ah oui, l'ouverture du score d'Mbappé, je l'oubliais. Long dégagement du gardien, qui trouve Mbappé. Encore une fois, Mbappé assez bon dans les duels aériens. Voilà, enfin, du moins, tu réussis derrière à faire quelque chose du ballon. Même si là, c'est pas lui, c'est le défenseur adverse qui remet sur Lee Kang-in, qui est donc face au jeu, et qui, hop, enclenche pour Dembélé. Beau centre de Dembélé. Vraiment, le centre de Dembélé est beau. Le contrôle d'Mbappé est loupé. C'est Edouard Cissé qui le notifiait très justement sur le plateau d'Amazon. Le contrôle est trop long, hein. Et derrière, il se rattrape très bien avec cette frappe qui est absolument fantastique. Tout le paradoxe, c'est que 2 minutes avant, il loupe un but qui était beaucoup plus facile que celui qu'il met. Voilà, c'est tout le paradoxe avec Mbappé. Et heureusement du coup qu'il met ce magnifique but, parce que sinon on n'oublie pas l'occasion juste avant. Encore une fois sur une très belle passe de Dembélé. C'est ça le problème, je vous disais en début de vidéo, quand je vois la composition et Dembélé titulaire, je me dis mince, on va pas pouvoir travailler les automatismes avec son remplaçant qui jouera à sa place contre Dortmund. Et quand je vois le match, le problème c'est que tout passe par Dembélé en fait. Et je me dis, enfin, rien ne me rassure quant à ce match contre Dortmund. Parce que je me dis, mais comment on va faire? Qui va être dépositaire du jeu comme Dembélé? Qui va distribuer aussi justement? C'est une vraie question. Et les haters de Dembélé vont devoir s'y plier. Voilà. C'est pas l'entrée de Colomani ce soir qui va changer grand-chose, hein. Et pourtant, il était assez libre dans le rôle qu'il a eu. Voilà. Dans une fin de match où il avait quand même énormément d'espace, configuration qu'il adore, avec un PSG recroquevillé complètement, qui joue en contre et tout ça. Ça l'a pas empêché d'envoyer une passe colomoisie à Mbappé sur un contre à la 80e, je crois, un truc comme ça. C'est ça que j'ai pas aimé en deuxième mi-temps. Le problème, c'est que j'ai notifié, vous avez vu, j'ai pris le soin de notifier la pelouse qui était dans un mauvais état, qui était assez sèche depuis le début du débrief. Et le problème, c'est qu'en deuxième mi-temps, alors Colomani qui rentre, ok, ça pourrait être une circonstance atténuante pour lui, mais par contre, Mbappé à un moment donné pour Hakimi, Vitinha aussi à un moment donné pour Mbappé, les passes sont mal dosées, les passes sont pas assez fortes en fait, pas assez appuyées. Et en deuxième mi-temps, pour moi, l'excuse de la pelouse, elle n'est plus valable. Tu t'y es habitué. C'est ça que j'ai pas aimé dans notre gestion des contres. Voilà. Euh, donc, Lee Kang-in, très bon là-dessus. Vitinha sans ballon, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant que d'habitude, dans le sens où il bloquait bien les lignes de passe pour les adversaires, il occupait assez bien l'espace, et il a globalement bien gêné Le Havre. Ça m'a assez surpris, cette dimension qui d'habitude, le problème c'est que voilà, Vitinha d'habitude, quand on est en phase positionnelle et tout ça, il peine à exister, il est souvent assez déconnecté, pas très bien placé. Là, ce soir, ça a été, enfin cet après-midi, ça a été tout autre. Et j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé. Après, avec ballon, en première mi-temps, dans les petits espaces, il a été assez bon pour ressortir. En seconde, on l'a beaucoup moins vu, quand même, hein, notons-le. Après, il y a le but. Alors bon, il est aidé par le fait que le défenseur la touche. Mais dans le dernier tiers, il y a quand même plus de spontanéité chez lui cette saison. Enfin, c'est notre deuxième meilleur buteur en Ligue 1. Vitinha, les gars. Voilà. Petit Victor. Deuxième meilleur buteur du PSG cette saison. Qui l'eût cru au mois de juin dernier? Ça vous montre un peu tout le paradoxe, tout le désastre aussi que représentent les investissements au poste de numéro 9 cet été. Puisque devant, bah, c'était Mbappé, justement. Tiens, on va y venir au match de Mbappé. Alors, contre Newcastle, il était impliqué sur quasiment toutes nos occasions, même s'il n'était pas à leur conclusion. Voilà, c'est-à-dire que la plupart du temps, il faisait briller ses partenaires, il donnait des bons centres, il donnait des ballons de but aux partenaires. Là, c'était plus les partenaires qui lui donnaient, parce qu'il évoluait plus haut, plus proche du but. En deuxième mi-temps, il s'est beaucoup excentré. Voilà, il a préféré partir de l'aile gauche vers l'axe. C'est bien. J'ai bien aimé son positionnement et surtout la liberté, en fait. Parce que le problème avec Mbappé, c'est pas la question du rôle que tu vas lui donner dans la structure.
à savoir ailier gauche, numéro 9, ailier droit, mais plutôt les libertés que tu vas les donner et comment lui va se les approprier. C'est-à-dire que moi je suis entraîneur, je dis à Mbappé, va dans n'importe quelle zone du terrain. Par contre, fais-le intelligemment, en fonction des temps de jeu, en fonction de la physionomie du match. Travaille beaucoup avec ta tête, voilà, pour être dans les bonnes zones, dans les bons moments. Et cet après-midi, il a été plutôt... Enfin, il ouvre le score, en fait. Le problème, c'est que, voilà, s'il ouvre pas le score, qu'est-ce qu'on fait? Qui l'aurait fait à sa place? C'est toute la question. Je note, en vue du match contre Dortmund, déjà contre Newcastle, on avait vu les automatismes avec Hakimi, pas très bons. Encore une fois, ce soir, il y a un moment où il donne une passe à Hakimi, je crois, ou Hakimi qui lui donne une passe... non, c'est le centre en retrait. Voilà. C'est Hakimi qui, en fin de première mi-temps, je crois, ou à la 30e, déboule sur le côté droit, va jusqu'au bout de son action. Et il y a Mbappé en solution de centre en retrait, mais il attend trop avant de lui mettre. On ne sait pas trop pourquoi. Peut-être qu'il ne le voit pas. C'est pas très instinctif entre les deux. Donc les deux, s'ils pouvaient travailler à l'entraînement leur connexion, parce qu'évidemment, ils seront amenés à jouer ensemble contre Dortmund, et je trouve que par moment il y a des trucs qui ne sont pas très bien dosés. Typiquement la talonnade de Mbappé contre Pope face à Newcastle la mardi, le ballon d'Hakimi, voilà, on peut aussi remettre en cause le fait qu'il soit un petit peu derrière Mbappé, voilà, tout simplement, du fait d'une synchronisation entre les deux pas très bonne, qu'il faut travailler, qu'il faut absolument travailler. Moi le problème c'est que je pense à Dortmund, voilà, et j'essaye de trouver tous les trucs qui vont nous faire progresser dans ce domaine-là. Dembélé qui a été beaucoup plus proche de Mbappé que d'habitude. Alors, il faut savoir qu'entre les deux, au tout début de la saison, ils se trouvaient, même s'ils étaient à l'opposé. Et puis, on ne sait pas pourquoi, par une opération du Saint-Esprit, ils ont, depuis début octobre, ils se trouvaient plus. Les deux n'échangeaient plus de ballons, les deux étaient très distants, et au final, ça donnait... une équipe du PSG moins puissante, tout simplement. Ce soir, ils ont été rapprochés par l'expulsion. Ça rejoint ce que je disais en début de débrief, comme quoi le carton rouge a eu un effet pervers assez positif, finalement, sur l'équipe, parce que ça a mobilisé les joueurs, ça a mis certains joueurs dans des dispositions qu'ils préfèrent, Vitinha relayeur, et Dembélé plus proche de Mbappé, ce qui a rendu les deux quand même plus dangereux, les échanges dans les petits espaces, dans les grands aussi, sur les contres et tout ça. Ça a été plutôt bon match encore une fois de Dembélé qui a bien animé cette équipe. Le problème c'est que c'est vraiment le dépositaire de nos actions offensives. Elles passent quasiment toutes par lui. Et ça ne m'enchante pas pour Dortmund, parce que ça va être très compliqué. Les entrants ce soir, Lucas, notons sa bonne passe pour Mbappé là, en fin de match qui est bien appuyée, ça c'est très bien. Kolo Muani, le problème c'est que Kolo Muani, quand il rentre ou quand il démarre un match, on en vient à prier pour qu'il ne perde pas les ballons sur les contrôles, quoi. Qu'il réussisse les contrôles et qu'il réussisse à garder le ballon plus de 2 touches, quoi. Là, c'est encore une fois assez compliqué. On va pas lui tomber dessus, mais... Gonzalo Ramos, pareil. Alors, contre Newcastle, il était rentré à la 85e. Au final, ça avait donné un quart d'heure de jeu avec le temps additionnel très long. Il avait eu le temps de toucher un seul petit ballon pour prendre un jaune, c'était assez catastrophique. Mais en lien, il restait sur son match assez complet contre Monaco. Et donc, ne pas le voir titulaire ce soir, ça m'a un petit peu étonné. Et ne pas le voir rentrer encore plus, voilà. Bon, alors Skriniar qui rentre à la place de Mukiele. À la mi-temps, vous l'avez vu, Mukiele qui repasse donc axe droit et Danilo axe gauche. Luis Enrique qui sera donc d'accord avec moi sur la lecture que j'ai du match de Mukiele, pas du tout aidé par le fait qu'il soit axe gauche et qui, du coup, en apathie dans sa performance individuelle. L'entrée de Skriniar, alors quand il fait son espèce de run là sur sa première touche, c'est dommage que ça se termine comme ça, quoi, parce que c'était pas très académique à la fin. Moi j'attends quand même un peu le retour de Marquinhos pour mettre un petit peu de vitesse et de vivacité dans cette défense. Voilà. Quoi qu'on dise de Marquinhos. Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, on se retrouve très prochainement. On va parler du petit Brésilien, hein. Je reçois des messages par rapport, parce que tout simplement c'est probable qu'on fasse une offre déjà au Corinthians, son club,
et que cette offre soit acceptée. Parce que visiblement, ils ne sont pas très gourmands, 22-25 millions. Donc on va en parler parce que c'est un profil intéressant. Et le mercato va arriver très rapidement, tout simplement. Bref, ciao les amis, prenez soin de vous, et n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu.